Take those masks off. No! Take them off. What do you think you're doing? Searching every house for a missing child. Gently, 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 Johnny. Gently, Johnny, my jingle. Gently, 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 Johnny. Gently, Johnny. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petit podcast tranquille comme ça pépouse, avec un invité de marque, le grand, l'inénarrable Jus de Melon. Coucou, merci de m'inviter Romain pour ce petit podcast sur un film qui est très marquant, on va dire ça comme ça. Oui, qui nous a beaucoup marqué, je pense, oui, tous les deux. Ah bah pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu. Et finalement, on va continuer parce que c'est vrai qu'on avait déjà fait donc un podcast sur la chaîne avec Jus de Melon pour. Alors, au passage, sa chaîne évidemment sera en description, il faut vous abonner à foison et vous faire plaisir. C'est important. D'ailleurs, avant d'écouter la fin de cette vidéo, vous coupez, vous mettez pause, vous allez vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne de Jus de Melon et vous revenez après. Mais voilà, vous faites ça, c'est important, c'est un geste nécessaire. Et on avait déjà donc fait un podcast sur la chaîne sur Hérédité d'Ari Aster il y a quelques mois maintenant, juste avant la sortie de Midsommar. Et justement, il y a quand même un sens, un lien indéfectible entre ce premier podcast et celui-ci finalement. Oui. Et donc nous allons parler, deviser quelque peu sur le film The Wicker Man de Robin Hardy, donc réalisé en 1973, même année au passage que Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, donc année des grands films. Ouais. C'est important aussi puisque tu as parlé il n'y a pas longtemps de Massacre à la tronçonneuse. Oui, c'est vrai, je l'ai découvert finalement sur le tard et j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, bel univers. Donc c'est intéressant qu'ils sortent à peu près en même temps et je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire, mais ça peut-être qu'on verra par la suite. Ouais. Donc pour débuter, on va faire ça très simplement. Je vais te demander comment tu as découvert The Wicker Man et qu'est-ce que tu as pensé de manière globale dans un premier temps. Alors peut-être qu'il faudrait faire on fera le synopsis après. Tiens, on va commencer d'abord un petit peu déboter par l'impression générale et puis après on synopsisera. Alors c'est marrant parce que je l'ai découvert alors il y a une bonne dizaine d'années, une quinzaine d'années, enfin à peu près entre les deux, grâce à l'univers métal, figure-toi, parce que je suis un grand fan de hard rock, métal et tout. Et c'est un film qui a énormément inspiré des groupes, notamment Iron Maiden. Ils ont fait une chanson qui s'appelle The Wicker Man, mais un groupe américain qui s'appelle Agalock, qui en a fait carrément un EP, donc 5 titres un peu folk, avec des extraits du film. Et avec un pote, on écoutait ça et on s'est dit, tiens, ces extraits et tout, ils viennent d'où? Ah, tiens, un film s'appelle The Wicker Man. On l'a vu et on a adoré direct. C'est une découverte assez improbable, donc, puisque c'est la musique qui a amené ici au cinéma. Parfois, c'est l'inverse. Ouais. Et là, c'est ça. Et puis, je me suis rendu compte que beaucoup de groupes ont référencé ce film aussi à travers diverses chansons ou albums, ou certains visuels aussi. Donc, c'est un film qui a inspiré beaucoup le côté, on va dire, païen. C'est plus large que ça, mais l'idée est là. Une imagerie assez horrifique, mais très flippante, au-delà de l'horreur, très psychologique aussi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un film majeur. Hein. C'est peut-être mon film britannique préféré à vie, du coup. Parce que, et peut-être pour moi, l'un des films d'horreur majeurs de l'histoire du cinéma. Mais attention, pas un horreur slasher gore, un horreur folk, psychologique. Tu parlais de Midsommar, puisqu'on a fait Hérédité, sans donc j'allais dire le dieu d'osier, parce que c'est le titre français. Sans The Wicker Man, on n'aurait jamais eu Midsommar. Et Midsommar, qui est mon film préféré de 2019 quand même. Donc je pense qu'il y a une certaine logique là-dessus. Et toi, tu l'avais découvert comment, du coup? Alors moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai découvert il y a une dizaine d'années peut-être, une petite dizaine d'années, et je l'avais pas revu depuis, hein, puisque quand tu m'as proposé qu'on discute un petit peu sur ce film-là. Au passage, j'en profite pour dire qu'il y a aussi d'impro ciné-critique sur ta chaîne, sur The Wicker Man, relativement récente. Oui, en plus, je l'ai appelé le dieu d'osier. Ça m'a fait mal, mais bon, je prends les titres français. Hein. Ah non, mais je trouve qu'il est tellement beau, le dieu d'osier. Il y a quelque chose de poétique, j'aime bien. C'est vrai. Et j'avais découvert ça pour... je sais plus vraiment à quelle occasion. C'était l'époque où je mettais plein de films fantastiques à gauche, à droite, qui me tombaient sous la main. Selon on va dire le prestige qu'ils avaient. Et c'est vrai que celui-là avait un certain prestige, évidemment.
Et Ouais. ça devait être l'époque aussi où je découvrais pas mal le cinéma anglais globalement aussi, où j'ai découvert, parce qu'il y a 10 ans, bah oui, ça il y a 10 ans, ça fait 2000, je sais pas, non, 2010. 2010, voilà, donc c'est un moment où je devais découvrir aussi le cinéma de Christopher Smith, le cinéma de Ben Wheatley, genre d'auteurs aussi, Ouais. qui s'en sont fortement inspirés sur pas mal de points. Et voilà, j'avais découvert ce truc-là qui était un pinacle de la folk horror, donc de l'horreur qui traite d'un folklore païen, on va dire dans une certaine mesure, qui est en effet, tu le dis très bien, pas un film d'horreur au sens slasherisant ou Ouais. survival peut-être dans une certaine mesure, si Oui. on peut le poser un peu comme ça, mais voilà, avec un côté qui est pour le coup Wickerman très peu actionneur, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus narratif, contemplatif, etc. Et j'avais pris une claque à ce moment-là, et comme j'avais pas revu depuis 10 ans, en fait, c'est un truc que j'avais toujours de côté mais que j'avais pas revu. Bah, je l'ai revu et j'ai repris deuxième fois une claque, mais peut-être un peu supérieure à la précédente, peut-être parce que c'est toujours, je pense que c'est bien d'avoir on en parlera peut-être, tu me diras ce que tu en penses, mais je pense que c'est bien d'avoir, plus tu as une culture cinématographique riche et étendue, plus tu peux apprécier aussi à divers niveaux des films que tu avais vus auparavant, mais que tu pouvais pas apprécier autant parce que tu n'avais pas forcément le même, la même toile, on va dire, la même toile, le même, Ouais. les mêmes, Mais tous c'est les ça fils à tirer quoi, pour pouvoir découvrir pourquoi. C'est ça qui est génial dans les découvertes cinéma, c'est que c'est cyclique. Tu vas découvrir un film, par exemple, tu aimes un film, je sais pas, qui est sorti en 2007, ouais, etc. Puis tu vas voir un film sorti en 1973 qui a inspiré ce film-là. Et là, c'est génial, quoi. Ça remet pas pour autant en cause l'adoration que tu peux avoir Bien du sûr. film qui s'en est inspiré, mais moi, je trouve ça très fort de découvrir à l'envers parfois. Tu as une œuvre, et puis hop, tu vas voir les influences de cette œuvre, Tout à fait. et tu vois d'où ça vient. Et c'est ça qui est génial dans le cinéma, parce que personne ne découvre le cinéma dans l'ordre chronologique des films, c'est pas possible. Et c'est vrai que quand tu vois The Wicker Man, après tu penses à tous les films qui ont pu sortir plus ou moins après. Bah, tu parlais de Ben Wheatley, bah, c'est Ben Wheatley, hein, son nom, c'est ça, Oui, Kill List, oui. le réalisateur. Il y a des apparentés aussi. Midsommar, on en a parlé. Donc forcément, quand tu vois The Wicker Man, bon, là pour le coup, j'avais vu The Wicker Man avant, et tu sens quand même des références, quoi. Et tu sens que c'est un film qui a marqué, mais alors, une pop culture Oui. au-delà du cinéma, donc comme on l'a dit, c'est assez fort. Il faut dire que dans ce film, il y a quand même un héros. Il y a un acteur grandissime, un personnage totalement atypique qui a marqué l'histoire du cinéma, et pas que, c'est le grand Christopher Lee. Qui a Et croyé quand qu'il on sortait écrit, de la... c'est Christopher Lee, c'est peut-être son meilleur rôle, tout simplement. Pourtant, il en a fait des grands films, les Dracula et tout, Oui. mais c'est peut-être son meilleur rôle. Et qui a un rôle Sachant- intéressant parce qu'il est pas si important que ça en fait en termes de Non. place, de proportion dans le film. Ça reste. Comme on parlait, Bah, je pense, de Pinhead un petit peu dans Hellraiser, qui est un personnage qui apparaît Ouais. peu et qui a cette aura aussi. Et pour moi, c'est un peu pareil. C'est un personnage qui a une aura monstrueuse, mais qui est pas si important que ça en termes de proportion, en tout cas dans le film. Il doit apparaître quoi, 30 minutes dans le film, Voilà. grosso modo, quoi. Et puis Christopher Lee, il faut quand même le dire, bon, il nous a quittés il y a quoi, 5-6 ans, je sais plus. C'est ça. Il a fini sa carrière en faisant un album métal, par exemple. Donc, oui, c'est pas une blague. Hein. Vous tapez Christopher Lee Metal sur YouTube et vous verrez faire du heavy metal symphonique. Voilà. Donc la boucle est bouclée. Hein. The Wickerman a inspiré des groupes de métal et Christopher Lee a fini en faisant du métal. Et pour moi, pour le coup, je découvre le métal que tu m'as envoyé justement apparenté à Wickerman, donc c'est vachement intéressant aussi, même que tu fasses dans un sens ou dans l'autre, que tu découvres le film avant la musique ou Ouais. inversement, c'est super intéressant toujours. Et puis, tu as aussi un acteur dans ce film, alors on en a parlé en off, Oui. qu'on n'a pas beaucoup revu depuis. C'est Edward Woodward qui joue le héros, hein, l'officier de police. Et on s'est rendu compte qu'il avait joué dans Hot Fuzz. Donc, je pense qu'Edgar Wright lui-même doit adorer The Wicker Man. Mais dans certaines mesures, quand tu vois Hot Fuzz, il y a aussi ce côté-là avec le côté quand même. Alors, c'est spoilé un petit peu Hot Fuzz, mais bon, voilà, on prévient, on spoil un chouïa Hot Fuzz. C'est vrai. Maintenant que tu penses, le côté un peu sectaire. on va Voilà, dire tout ça à comme fait. ça. Avec une sorte de culte païen, alors qui est apparenté au christianisme, parce qu'il y a quand même dans le lot des cathos assez plutôt intégristes d'ailleurs dans le groupe. Mais Ouais. il y a ce côté où ils se réunissent la nuit encapuchonnés, avec une sorte d'ambiance un peu païenne quand même. C'est assez intéressant. Je pense qu'il y a des liens intéressants à faire. Et le Ah, maintenant que personnage. tu dis ça, oui. Et je suis sûr qu'en revoyant Hot Fuzz et en voyant le personnage joué par Edward Woodward, à mon avis, il doit y avoir une référence directe. Je suis sûr qu'on trouvera. C'est bien, tu le vois. Là, on le voit rétrospectivement. En effet, je pense qu'on va pouvoir se le refaire avec cette idée en tête. Ouais. Et justement, quand on parle de ça, alors peut-être le synopsis rapidement, hein, ça se passe sur une petite île anglaise dans la Manche, où il se passe pas grand chose en fait, dont on n'entend pas beaucoup parler.
Et on va suivre ce personnage d'un policier. Alors, je sais pas d'où il vient d'ailleurs. C'est pas vraiment dit si c'est un policier londonien ou autre chose qui vient de la ville ou pas. Mais c'est Alors, sûr. vu l'accent, Oui. c'est au moins du nord de l'Angleterre, peut-être même l'Écosse. Le film est tourné en Écosse au passage, donc il est. Oui, parce que c'est vraiment l'accent écossais. On les entend rouler les airs là. Oui, Par exemple, ils cherchent une petite fille qui s'appelle Rowan. Et là, oh, Rowan, where is Rowan? Donc je pense que oui, c'est ça. Ça se passe sur une île des Hébrides. Donc c'est à côté de l'Écosse, oui. Ça se passe en Écosse, alors du coup. Et donc pour le coup, voilà, il vient chercher cette petite Rowan qui a disparu. Et il vient mener l'enquête sur l'île, tout simplement. Il va se retrouver donc confronté à la faune locale, si on peut dire. Complètement éloigné, en tout cas, de ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir ce côté rat des villes, rat des champs. Enfin, cette idée-là où on a la confrontation entre les citadins et entre un citadin rationnel, catholique, Ah oui. des cartésiens, et ce groupe d'individus un peu isolés qui a ses propres cultes. Et de voir un petit peu le choc des cultures qui va se poser là en fait. Alors, on viendra peut-être qu'on spoilera un petit peu plus tard, mais déjà dans un premier temps. Alors qu'est-ce que le film t'évoque toi déjà dans cette première partie où on découvre progressivement la manière dont vivent ces gens sur l'île. Alors c'est génial parce qu'on a tout le point de vue du sergent de police. D'ailleurs, il y a cette ouverture où il est chez lui, où on le voit très pieux, prêcher lui-même dans sa paroisse. Et on sent très vite que ça va jouer sur la religion. Oui, le film joue sur la religion, l'opposition entre le catholicisme et donc le paganisme, une sorte de néo-paganisme. C'est ça, c'est la religion néo-païenne, en anglais heathen, pas pagan. D'ailleurs, à un moment, il y a une petite référence là-dessus. Et c'est très fort parce qu'on a le point de vue du personnage qui arrive dans un endroit mais perdu, isolé de tous. Comme on dit en anglais, le fameux God-forsaken place, quoi, un endroit abandonné de Dieu, c'est un peu l'idée d'ailleurs, de double manière. Et on a la découverte, c'est un film d'enquête aussi, il y a un côté film policier, thriller, et on suit donc le policier bêtement, entre guillemets au début, à la recherche de cette petite fille, où il interroge les habitants, est-ce que vous l'avez vue et tout, et mystère, personne n'a jamais entendu de cette petite fille. C'est à se demander comment il a reçu un appel de cette île. Voilà, donc déjà il y a un mystère qui s'installe et on n'est pas au bout de nos surprises parce que c'est qu'une partie du mystère au final. Et c'est marrant, c'est parce que tout ça en fait, il y a je trouve dans le déroulé, même si c'est pas du tout, il n'y a pas ce côté enquête on va dire dans Midsommar, mais on a cette grande proximité là en créant une sorte de mystère en plein jour. Oui. Le plein jour qui devrait cacher le mystère, ça va être caché dans les ténèbres, dans les pénombres. Là, au contraire, on est en plein jour, on voit une sorte de communauté qui a l'air heureuse, qui a l'air épanouie, qui semble. Alors, il y a même ce plan, c'est intéressant, tout au début, ce qui ouvre le film, c'est cette sorte de gravure de soleil qui fait référence, dans lequel, en tout cas, Midsommar fait référence avec sa gravure au tout début aussi. C'est vrai. Donc, il y a tout ce côté-là qui est en effet vachement intéressant, où on est dans son point de vue et on va se confronter à une société que lui ne comprend pas. Et eux, de fait aussi, il y a cet effet miroir où eux ne le comprennent pas non plus véritablement, ou en tout cas ils vont aller à l'encontre de ce qu'ils pensent. Et puis à ce côté-là, ce que j'aime bien aussi, quand tu dis thriller, moi je trouve qu'il y a aussi un côté film musical. Je n'irais pas jusqu'à dire comédie musicale, mais c'est génial. C'est génial, ouais. C'est génial parce que quand ils rentrent dans l'auberge, dans le bar, là, où ils chantent des chansons folk un petit peu paillardes d'ailleurs, et lui qui est très prude, il est choqué dessus. C'est génial, la musique dans ce film est extraordinaire. Il y a même une petite ballade chantée aussi dans l'auberge. C'est super entraînant. Et c'est vrai que c'est un film musical aussi. Et parce que c'est vraiment un vrai film musical parce que ce sont les acteurs, enfin les personnages du film, qui chantent souvent. Et ça, c'est super. C'est pas juste de la musique extra-diégétique et tout. Non, il y a très peu de musique extra-diégétique d'ailleurs, me semble-t-il. Enfin, il y a des rajouts musicaux sur les chants par exemple. Mais sinon, c'est assez silencieux de là des musiques chantées par les personnages. C'est assez fort, je trouve ça. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Il y a vraiment cette idée que toute la trois quarts de la musique, en tout cas, émane du film et de l'ambiance, de la ville, de ces gens qui chantent. Ouais. Avec ces passages assez étonnants, comme tu disais, cette petite balade que moi je trouve qui est hallucinante parce qu'avec cette balade très très paisible. Et à côté de ça, ce plan où lui est il passe sa première nuit et qu'il déambule dans les rues, il va passer près du cimetière en pleine nuit avec ce ralenti assez exceptionnel, avec cette sorte d'orgie monstrueuse dans le cimetière. Ah oui, ça c'est fou. Qui est hyper étonnante parce que pareil, bon là on en vient à la question religieuse et au côté extrêmement provocateur, extrêmement subversif du film, mais il y a ce lien avec la sexualité, le retour à la nature qui s'oppose à la culture,
Et Ah, ça y c'est va très clairement fort. ça. Et puis, c'est pas gratuit, parce que vous pourrez dire, oh, pourquoi une scène d'orgie à ce moment-là? Mais justement, c'est pour les habitants de cette île, c'est la communion avec la nature, c'est la vie, c'est l'amour. Et pour lui, c'est l'obscénité, etc. Et, je trouve justement les doubles points de vue ici qui s'opposent, qui sont assez forts. Il y a une vraie critique de la société. On sent que Robin Hardy il a voulu aussi peut-être un petit peu dénoncer une culture trop religieuse, conservatrice du Royaume-Uni. Et au final, qui est le plus aveugle des deux? Enfin, quelle population est la plus aveugle des deux? Bonne question. Parce que quand on voit ce film, on peut se dire quand même, au final, la croyance, ça amène à des choses pas terribles. Oui, Que ce soit d'ailleurs une croyance néo-païenne ou une croyance plutôt chrétienne. Je pense que le film là-dessus est profondément, alors je dirais peut-être pas athée, mais quand même un peu. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Ça donne pas, c'est pas le genre de film qui va te donner envie de croire en quoi que ce soit en fait, d'une certaine manière. Hein. bah, ouais, il y a une manière il y a un truc très anthropologique, un petit peu comme on croit dans Midsommar encore, où il y a Oui. on essaie de, en effet, il prend pas parti, c'est-à-dire qu'il montre les deux parties, il expose les deux points de vue et les points de vue que l'un porte sur l'autre, et après à toi de te démerder, spectateur, pour faire le tri dedans. Et voilà, après c'est Ouais. toi ce que tu, parce qu'en effet, il y a plein de choses qui sont dans le culte, en tout cas que néo-païen qu'on a sur cette île, il y a plein de choses qui pour nous nous paraissent extrêmement choquants. Notamment ce culte de sorte de totem phallique avec ses enfants Ah, qui courent autour. c'est totalement fou ça. T'imagines aujourd'hui déjà ce serait censuré ça. Ah bah oui, C'est totalement fou quand même. Oui, dans le film, c'est dans l'école. Hein. oui c'est dans Vous avez l'école au tout des début. enfants qui font le culte du sexe, tout simplement. Je ne sais pas comment ils ont briefé les acteurs locaux, parce que ça a été tourné avec des acteurs locaux, je crois, pour la plupart, hein, pour la population. Oui. Mais c'est assez fort, parce que bon, clairement, ils sont autour donc d'une sorte... C'est l'arbre de mai, on appelle ça. Oui. Et ils tournent autour, et les paroles sont assez claires, et la façon dont ils gigotent, c'est assez malaisant, ça, quand ils pensent. Ah ouais, Forcément, ouais. t'as un petit... Tu grinces un peu des dents en voyant ça. Ah non, mais ça fait être extrêmement. Enfin, c'est intéressant parce qu'en plus c'est super subtil, c'est-à-dire que c'est pas, ça y va pas avec ses gros sabots, c'est Ah non, suffisamment explicite pour être bien compris, Oui. mais sans en faire des caisses non plus pour que ça paraisse lourdeau et grotesque. C'est juste sur la fine ligne qui fait que c'est très dérangeant, c'est très très malsain. Et c'est dérangeant, mais en plus, si tu écoutes les paroles de la chanson à ce moment-là, c'est très juste, en fait, de la mort naît la vie, quoi. Tout à fait. La mort donne l'engrais, par exemple, sur laquelle la fleur va pousser, quoi. Quand on y pense, c'est ça le message de la chanson. Enfin, moi, c'est vraiment la question de la nature en fait. Il y a pas de. Oui. C'est-à-dire que ça nous paraît choquant de notre point de vue de voir ça C'est dans ça. la bouche des enfants, mais en réalité, ce qu'ils chantent n'est pas particulièrement choquant en tant que tel en fait. C'est le. Non, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est là où Robin Hardy, avec ce film, nous met à notre rapport d'occidentaux qui avons été élevés dans dans une tradition, on va dire, plutôt chrétienne. Oui. Forcément, quand tu vois ce film-là, il faut se mettre dans le contexte des habitants qui, eux, ont été élevés dans une tradition néo-païenne. Donc, c'est pas choquant. Comme l'institutrice qui dit aux jeunes filles Oui. Eh oui, c'est le symbole du pénis, c'est tout, en mode c'est normal, tout va bien. T'as le flic qui passe à ce moment-là en disant mais vous faites quoi? Mais c'est normal. En même temps, on est tous nés de la même manière. Hein. Tout à fait, oui. C'est ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'IVF et tout en 1973. Donc, enfin, si, ça commençait à venir, mais. Enfin, même pas, non, 1973, je crois que c'était pas encore possible. Hein. C'est 1981, le premier bébé éprouvette. Hein. Oui, non, mais c'est ça, tout à fait. Donc, forcément, bah, et d'ailleurs, c'est très fort, parce que, sans en dire plus pour la suite, mais j'adore comment, dans le film, le personnage donc, du policier croyant est remis face à ses convictions et ses croyances. Il est rabattu dans les cordes, notamment par le fameux Lord Summerisle, joué par Christopher Lee, dans une discussion épique Ah, dans son géniale. château. Là. Il y a des moments de bravoure à ce niveau-là. Ça va au-delà de l'acting, même. Hein. C'est. Bah, les scènes Bien, d'action, elles sont là en fait. Pour moi, les joutes qu'il pourrait y avoir de violence, elles sont pas dans Ah oui. l'image, elles sont dans les dialogues en fait. C'est des vraies joutes que tu suis Bah, comme une scène d'action, une séquence d'action. on peut en parler. C'est quand donc, le personnage de Christopher Lee, bon, le policier, il dit non, mais vous faites de la fausse biologie, fausse religion et tout. Comment vous pouvez dire à ces filles qu'elles pourraient être inséminées en sautant au-dessus du feu? Oui, parce qu'on voit aussi des jeunes filles nues Tout qui à dansent fait. autour du feu. Hein. Je sais que tu adores les vieillards nus, donc là, tu as dû être déçu. Ouais, elles sont beaucoup trop jeunes pour moi. Mais là, donc il saute comme ça, et puis il dit mais c'est pas possible, c'est de la fausse biologie. Et puis là, le Lord Summerisle, il lui dit ah oui, vous dites ça alors que votre Jésus il est né du Saint-Esprit. Tout à fait.
et bim, et là, il répond pas. C'est fort quand même. Ça, c'est très fort. Et c'est extrêmement provocateur. C'est vraiment. Ah, c'est vraiment. Puis là, on voit que Christopher Lee, il adore jouer ce rôle-là. Avec des cheveux extraordinaires. Je sais pas si c'est une perruque. Je pense que c'était une perruque. C'est probable. Oui, quoique. Ah, c'est à vérifier. Bon, je sais que vers la fin du film, il a une vraie perruque, par contre. Oui. Il est plus proche de Morticia Adams qu'autre chose, d'ailleurs. C'est impressionnant. Il est magnifique aussi. C'est un mélange entre Sadako et Morticia Adams, ça va pas. mais c'est la brillance capillaire et la brillance oratoire de Christopher Lee, quoi, qui pousse un peu la chansonnette aussi, mais pas suffisamment. C'était un grand chanteur aussi. Ouais. Le seul petit défaut du film, à la rigueur, c'est qu'on l'entend pas plus chanter que cela. À part en duo avec, je sais plus comment s'appelle cette personnage, qui est assez forte aussi. Je sais pas, c'est pas la prof. Je crois que c'est la prof, en effet, oui. Ou la bibliothécaire ou la prof, je sais plus, mais bon, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnages, tu dis bien aussi, il y a des personnages de femmes fortes qui sont vraiment intéressantes, puisque finalement le personnage du flic est complètement désarçonné face à aussi toutes ces femmes qui sont autour de lui, parce qu'on voit beaucoup de corps féminins nus aussi, c'est plutôt des femmes qui sont mis là-dessus, et notamment il y a cette séquence géniale qui est aussi une séquence musicale où il est tenté, il est enfermé dans sa chambre le soir d'hôtel, et que la fille du patron de l'hôtel qui essaie de le séduire de l'autre côté du mur en faisant des sortes une danse un peu étrange, un peu ésotérique, nue, qui est à la fois très drôle et en même temps extrêmement bizarre en fait. C'est Aphrodite, c'est la reine de l'amour, parce que c'est elle qui va... En gros, c'est Willow, c'est la fille de l'aubergiste, qui est jouée d'ailleurs par Britt Eklund, qui a fait une James Bond Girl tout à fait. L'année d'après, aux côtés de Roger Moore dans L'homme au pistolet d'or. Et c'est fort parce que, bon, danse très lascive, on va dire ça comme ça, et femme très forte à la fois, qui va... En gros, son rôle, c'est de... Autant dire les choses comme elles sont, dépuceler les jeunes du village, offerts par le seigneur de l'île. Et du coup, comme dans le film, le policier, alors ça c'est assez intriguant, est censé être vierge. Oui, tout à fait, oui. Forcément, elle va le tenter comme ça. Et peut-être qu'il aurait dû se laisser tenter au final. Parce que c'est vrai qu'en effet, c'est un jeune marié, alors il arrive, alors qu'il va se marier, il veut rester vierge jusqu'au mariage. C'est ça. Oui, on voit là son épouse... immaculée de lumière dans l'assistance au début. Dans l'introduction, oui, en effet. On la voit d'une fois, paf, comme ça, c'est pour nous montrer une sorte de Vierge Marie, je sais pas. Tout à fait, oui. Ah oui, oui. Et c'est vrai que là, on apprend, grâce à ce plan au début, qu'il est vierge, oui, qu'il se réserve pour la première fois où ils auront un enfant ensemble. Et pourtant, il est assez âgé, En plus, enfin, il devait avoir la quarantaine, oui. C'est qu'il y a un vrai décalage, ça c'est intéressant aussi. Oui. Je pense qu'il y a un vrai choix pour un acteur plutôt âgé qui s'est vraiment, on va dire, qui s'est vraiment gardé de manière relativement longue pour ce mariage. Preuve qu'il est vraiment totalement assujetti à sa religion et à son culte aussi, pour pouvoir durer aussi longtemps sans avoir eu de rapport sexuel, et en attendant le mariage comme premier moment, quoi. Donc ça montre à quel point il est pris aussi dans sa religion, dans sa croyance. Ouais. Puis pour en revenir au moment où la déesse Aphrodite locale donc, va faire plaisir à un jeune qui se retrouvera à couronner l'arbre de mai après d'ailleurs, forcément. Oui. Tu as aussi ces scènes à l'extérieur, mais magnifiques, où on voit Christopher Lee dans un monologue sur la nature. Oui. Et en fait, il n'aime pas sa condition d'humain, il aurait préféré être un animal ou faire un avec la nature. Et puis bien sûr, ce plan sur les escargots qui sortent de la coquille, au moment où en haut, ça fait tralala poète poète sous la couette. Ça, c'est un symbole qui est très... Ah mais je trouve génial, mais ce plan-là, il est génial. Le plan de l'escargot qui sort de la coquille pendant que ça fait l'amour au-dessus, c'est génial. Ah oui. C'est un côté poétique en plus. Ah mais la scène, elle a plein de lectures différentes, c'est-à-dire qu'en effet, elle est poétique, elle est à la fois drôle aussi, parce qu'il y a un vrai décalage ironique. Oui. Et puis il y a quelque chose quand même d'un petit peu dérangeant aussi, curieusement, c'est très curieux. Et puis la musique par-dessus, donc chantée par les jeunes du bar, là. Oui. C'est un gros super mélange. Il y a plusieurs scènes comme ça, complètement hors du temps, avec une forme de poésie dérangeante. Et c'est ça qui fait la grandeur du film. Et puis il y a une mise en scène qui est très belle aussi. Oui. En revoyant quelques extraits comme ça, c'est très soigné. Les plans, par exemple, où on voit, au moment où il est dans des doutes, le personnage principal qui se regarde dans des miroirs ou qui reflète, tout est pensé. Il y a des cuts assez étonnants aussi. Il y a des fondus au noir des fois. Paf. Et tout est bien fait là-dessus.
Mais Et pourtant, c'est assez sobre hein, comme mise en scène. il y a toujours une volonté de vouloir déstabiliser le spectateur, en fait, parce que comme tu le dis aussi très bien, il y a des moments où, en effet, ça va cutter au moment où tu t'attends pas que ça cut, et ça te déstabilise dans ta manière d'appréhender le montage cinématographique, et c'est très très dérangeant. Ou c'est fondu au noir, en effet, qui arrive un petit peu bizarrement parfois, tu sais pas pourquoi, mais ça crée une sorte de... Au-delà de l'histoire qui peut être dérangeante, je pense que la forme est aussi très dérangeante et très déstabilisante, et ça fait une sorte de combo qui est quand même assez exceptionnel. Ouais, puis ce qui est génial dans ce film, c'est que ça prend le temps d'installer les lieux, quoi, hein, Oui. comme on l'a dit. Donc on a l'auberge, on a l'école, on a le seigneur. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que lui, notre policier représente la loi et tout. Et puis tous les habitants du village, ils disent, mais vous avez quelle autorité? Ah non, il faut demander la permission Il faut- au seigneur Summerhill. Ça l'énerve à chaque fois. C'est vraiment une autarcie, hein, cette île. Hein. Il est totalement à part. Et forcément, quand les deux représentants de la loi se rencontrent, c'est l'une des meilleures scènes du film aussi. La première rencontre. Après, bah tiens, on va en parler aussi de cette scène où tu as des filles qui dansent autour du feu quand même. Oui, Ça, au niveau féerie, les couleurs là-dessus. Il y a un beau jeu avec les couleurs, avec la nature. Alors ça aussi, aujourd'hui, ça passerait plus. Même si hein, ce sont quand même... Ils ont pris des actrices majeures et puis elles Oui. portent des... j'avais vu ça, elles portent des costumes de peau, hein, en vrai. Hein. Oui, bien sûr, oui. C'est quand même assez soft. Mais sur le moment, tu peux te poser la question parce que ce sont quand même les mêmes filles qu'on voit... C'est censé être les mêmes filles qu'on voit à l'école au début. Hein. Tout à fait. Donc oui, elles sont censées elles passent pour des, enfin, elles sont censées narrativement être des mineurs pour le coup quand même. Voilà. Ou très jeunes. Et elles sautent au-dessus du feu pour, en fait, avoir la communion parfaite avec la nature et avoir des enfants au-delà du rapport physique. C'est beau d'ailleurs dans un sens. Bien sûr. Mais il y a quelque chose de très très poétique hein, sur beaucoup de points. C'est ça qui est étonnant, quoi. C'est que ce combat entre, enfin, ce constant, on va dire mise en balance de cette poésie et de ce côté un peu malsain, macabre. Et c'est ça qui est beau. En fait, et à côté, bah, c'est ce que disait Ari Aster quand il parlait, parce que c'est vrai que je vais redire souvent Ari Aster, mais quand il parlait de Midsommar, il disait que pour lui c'était pas un film d'horreur, mais que c'était un conte de fées qui partait en couille. Ouais. Et moi je trouve que c'est un peu ça. Il y a aussi ce côté hein, dans Wicker Man où c'est vraiment il y a cette idée de conte de fées un peu déviant, un peu étrange, avec c'est en effet ce côté nymphe, ces jeunes femmes qui sont des nymphes au-dessus, qui tournent autour de ce feu et une vision quasi fantastique, quoi. Ouais, et puis cette enquête qui va suivre, là, c'est vrai qu'on se demande, à un moment, on va se poser la question, elle est où cette petite Rowan? Et il y a plein de fausses pistes là-dessus. Après, je sais pas si on peut spoiler ou pas encore. Bah écoute, on peut passer dans la deuxième partie de façon du film, et maintenant voilà, on va spoiler. Allons-y, spoilons joyeusement. Ah oui, spoilons gaiement, là. Voilà, bah, quittez la vidéo si vous voulez voir le film. Ou au passage, ça peut être le moment pour faire pause et vous abonner à la chaîne de Julien, au passage. Hein, c'est aussi Et surtout de voir le film. et Quand de même. voir le film, voilà. Mais voilà, c'est le moment Et voilà, d'ailleurs, où on va vous abandonner. spoiler parce que quand on y pense, le film surprend. Oui, bien sûr. Parce que la petite Rowan, là, bon, déjà, on sent qu'elle n'a pas vraiment disparu. On comprend plus ou moins faussement qu'elle va être en fait une sacrifiée humaine parce qu'il y a une histoire de récolte de pommes Oui. qui a complètement foiré l'année d'avant. Donc, sacrifice de bière ou d'animaux, ça suffit plus. Il faut sacrifier l'humain. Ça, c'est. Voilà. Et donc, le policier se dit mon Dieu, il la séquestre quelque part parce qu'ils vont la sacrifier. Parce que dans sa supposée tombe, il y avait un lièvre. Là encore, l'histoire de la réincarnation. Rowan serait devenu un lièvre. C'est ce qu'on raconte aux petites, en fait, pour leur faire croire, je sais pas quoi. Mais en fait, la révélation finale, elle est bien pire. Je te laisse rebondir sur la révélation finale, qui est assez violente pour notre personnage principal, quand même. Bah alors, comme quoi, juste pour revenir quelques secondes sur ce que tu disais avec le lièvre, c'est vachement intéressant parce que Ah oui. ça montre aussi quand même que, mine de rien, même de cette société qui nous paraît briser tous les tabous, on a l'impression, c'est intéressant, que la mort, par contre, dans cette petit culte païen, est quelque chose de tabou. Donc même là, on a l'impression qu'il n'y a pas de tabou, il y a Oui. quand même des tabous, en fait, où on va raconter quand même de belles histoires aux jeunes filles pour cacher cette mort, pour parler de réincarnation, etc. Donc c'est intéressant de montrer que finalement, il y a encore des tabous aussi, il y en aura toujours, même Ah oui. là où on a l'impression qu'il n'y en a plus. Et donc pour la fin, en effet, sur la fin, on arrive dans ce moment où on se rend compte que finalement tout ça n'était rien. Au terme de cette longue parade qu'on va avoir, cette parade de mai qui va avoir moult étapes, notamment cette séquence que je trouve géniale avec les épées qui sont mises C'est en génial. pentagramme, avec cette fausse décapitation qui annonce déjà en fait que tout ça n'est qu'une mise en scène fondamentalement. C'est ça. Ah, c'est une gigantesque mascarade depuis le début. C'est un peu comme dans Midsommar aussi, sans trop en dire, il y a quelque chose comme ça. Quand Oui, même. c'est vrai.
Et un petit peu comme dans Kill List au passage à terme, où la chute de Kill List qui ramène à la question du bossu qu'on retrouve ici, puisque le policier va s'habiller en bossu, et en bouffon qui est le roi, qui a le droit d'être le roi un jour, c'est le concept du bouffon ou du fou du roi, d'avoir le droit un jour par an de devenir plus puissant que le roi encore, parce que c'est le seul qui peut rire du roi, qui peut le tourner en dérision. Et là en effet on arrive sur ce truc là où finalement le flic s'est bien fait avoir dans une certaine mesure, puisque Rowan est encore vivante et c'était toute une mascarade pour le mener à un destin bien plus grand qui est celui d'être le sacrifié. C'est marrant, oui, le fou, c'est vrai, comme King for a Day, hein, c'est l'expression qu'on utilise. Le roi d'un jour, déguisé en une sorte de polichinelle. Je sais pas si c'est le personnage de Polichinelle dans... Je sais pas trop, c'est le fou du roi. Mais c'est très proche de Polichinelle, t'as raison, oui. C'est terrible parce qu'il se déguise de lui-même avec sa propre volonté pour être dans la parade, mais il tombe dans le piège parce qu'en fait, on le pousse à se déguiser comme ça. On voit qu'il est attiré par le personnage pseudo-dragon, là, j'adore ça. Oui, c'est super. qui l'attire là pour qu'après il prenne la place de l'aubergiste. Tout est calculé pour qu'il soit en fait le sacrifié qui doit être à la fois le représentant de la loi, qu'il a le pouvoir d'un roi, ce qu'il est censé être vierge. C'est pour ça qu'il aurait dû se donner à Willow en fait, parce que il s'en serait sorti peut-être. c'est ça qui était normalement. D'ailleurs, c'est un contre code d'horreur où normalement quand t'es plus vierge tu meurs. Là, il aurait dû. Ça c'est drôle aussi. Et puis l'imbécile aussi, parce que il s'est fait avoir, il s'est fait berner, et surtout qui est venu là de sa propre volonté, parce qu'il est venu faire l'enquête. Et il a insisté, il aurait pu partir. D'ailleurs, à un moment, il veut partir, mais il peut plus, parce qu'on a saboté son avion. Et c'est pour ça qu'on lui dit en effet il est le volontaire quand même. Aussi, c'est ça qui est important dans ce sacrifice, il faut que ça soit un sacrifice entre guillemets volontaire, alors qu'il n'est pas vraiment... C'est d'ailleurs, c'est la quête de la justice et du pouvoir qui lui coûte cher ici. C'est terrible, hein, d'ailleurs. Puis bon, à la fin, alors là, c'est terrible. Tout ce monologue final, alors qu'on l'enferme dans le fameux dieu d'osier, le fameux Wicker Man, qui est marrant. C'est marrant parce que le titre du film spoil presque la conclusion. Oui, même l'affiche pour le coup, parce que l'homme de paille est sur l'affiche aussi. Après, si on ne connaît pas la culture néo-païenne, on se dit, tiens, c'est juste un symbole, c'est joli et tout. Sauf qu'au-delà d'être joli, qu'est-ce qui se passe dans le dieu d'osier? Allez, je te laisse nous dire ce qui se passe debout, parce que si vous avez envie de faire cuire des saucisses au passage, c'est le moment. Hein. Voilà. J'allais faire une blague de mauvais goût, donc je ne vais pas la faire, donc on va continuer. Oui, les saucisses, bon voilà. D'accord. Ah, c'est d'une facilité, pardon, je suis désolé, on va oublier ça. Je vais peut-être le couper au montage parce que c'est d'une tristesse absolue. Donc à la fin des faits, il est enfermé à l'intérieur de ce dieu d'osier et sacrifié sur le bûcher, hein, puisque le dieu d'osier est mis en feu. Et lui brûle à l'intérieur. Pareil, Midsommar se termine dans les flammes aussi. Hein, c'est vrai. Et avec, pareil, ce personnage du chrétien qui est brûlé, puisqu'on rappelle que dans Midsommar, le personnage du copain d'Hélène Pugh qui s'appelle Christian, donc le chrétien. En plus, oui. Le crétin. Non, il y a le crétin, c'était son pote. Il y avait aussi un de ses potes qui a été déguisé en fou. En fou, voilà, aussi. Tout à fait, aussi. Là, on voit vraiment qu'Ari Aster, il a beaucoup aimé The Wicker Man. Quoi. Ah oui, il a complètement réinvesti à sa manière, mais en effet, si tu le décryptes et que tu désosses un petit peu le film, tu retrouves plein d'articulations qui sont dans les deux. Et donc il y a cette scène absolument, pour moi, cette séquence extraordinaire qui, pour moi, est une des plus belles scènes de toute l'histoire du cinéma que j'ai vu, hein. Avec cet homme de paille qui brûle, cette farandole devant de la population. Alors, tantôt on parlait de déguiser aussi en animaux, hein, parce qu'il y a aussi cette idée-là aussi de vouloir être un animal aussi et de faire plus qu'un avec la nature. Et lui à l'intérieur, d'un côté on a ce culte qui chante leur avec Christopher Lee et sa perruque. Hein. Voilà, avec sa magnifique perruque. Et lui qui hurle comme un damné à l'intérieur sa prière catholique et qui est absolument extraordinaire. Et ce qui est incroyable dans cette scène, c'est qu'en plus, vu sa croyance ultime, il a la plus belle mort possible. C'est vrai. Celui de martyr. D'ailleurs, on le sent presque... Bon, évidemment, il est paniqué, il est terrifié. Il a presque une épiphanie à la fin. Tout à fait. Sur sa mort. Parfaitement. C'est violent. Hein. Et puis alors, bon... La scène ultime finale qui est d'une brillance extraordinaire, le dieu d'osier s'enflamme, s'écroule et laisse place derrière au coucher de soleil, générique. C'est juste parfait. Peut-être la plus belle fin de l'histoire du cinéma. Hein. Ah mais il n'y a pas un bout de gras, il n'y a rien de trop. Tout est là comme il faut, c'est extraordinaire. Puis alors les décors, hein, forcément, ça se passe près de la mer avec des grottes derrière. Enfin, on voit que ça a vraiment été tourné sur place. Alors sur place, je pense que ça a été tourné sur une de ces îles. Hein. Mais
c'est du cinéma pur. Hein. Oui. Il n'y a rien qui a été fait en studio là-dedans. Bah non, parce que le château, il me semble aussi qu'il doit tourner dans ce château, qui est aussi un château extraordinaire parce il ramène tout, comme Christopher Lee est dedans, il ramène à quelque chose de la Hammer aussi. Il y a ce gothique flamboyant anglais avec ce château qui pourrait être le château de Dracula, mais pour le coup pas baigné dans la pénombre, mais baigné en pleine lumière quoi tout le temps. C'est ça. Donc il n'y a pas beaucoup de scènes de nuit, c'est vrai. Il y en a quelques-unes autour de l'auberge, mais il y en a très peu. Parce que oui, là, à part la scène de l'orgie, fondamentalement au début, oui. Vraiment où il est dehors de nuit, mais le reste, c'est tout le temps de jour en fait. Il n'y a pas de, moment. En plus, enfin, je crois c'est pour ça que c'est un de mes rares 10 sur 10, parce que les 10 sur 10, c'est très subjectif quand on met des notes, bon. Mais mettre un 10 sur... Voilà, c'est un vrai gros 10 sur 10, quoi, parce que il y a peut-être que sur le plan ultra technique, objectif, encore objectif, faut voir, il y a peut-être des trucs qu'on pourrait critiquer, mais sur le plan global, sur le ressenti total de l'œuvre, pour moi, c'est parfait de A à Z. L'exposition, le côté enquête, le développement du personnage principal et de certains personnages secondaires, les chansons, la révélation, le côté opposition des religions, les joutes verbales, tout est parfait dans ce film pour moi. On atteint une certaine perfection que même Midsommar n'atteint pas pour moi. Je suis aussi d'accord, Midsommar a des défauts. J'adore le film, pour moi c'était mon préféré de 2019 aussi. Ouais. Mais en effet, pour moi, il y a des défauts évidemment dedans que tu ne retrouves pas ici. En fait, pour moi, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Tout est là en fait. Là où tu as même le background, parce que c'est assez fort, c'est que le Lord Summerisle, il explique pourquoi ils en sont là. C'est son grand-père qui s'est installé là en mode, il a réussi à faire pousser des fruits improbables en prenant, en trouvant les ressources sur place, parce que c'est une roche volcanique avec le Gulf Stream et tout, c'est expliqué. C'est même très crédible. Oui. C'est pour ça qu'on arrive à faire pousser des pommes dans une île écossaise, ce qui n'est pas gagné à la base. Hein. Oui, non, mais il y a même des palmiers dans la demeure du Lord Summerisle. C'est improbable, on dirait un jardin tropical. Ah mais il est très bizarre ce château, t'as l'impression que c'est un autre monde. Hein. Non, mais c'est vrai, en plus, il y a des îles là-bas où il y a une sorte de microclimat, au moins fertile en tout cas. Donc c'est totalement crédible en effet, oui. Et quand on pense que le film a été tourné au mois d'octobre, entre octobre et décembre, ça va, ils n'ont pas l'air d'avoir trop froid hein, finalement. Non, ils sont bien, moi je trouve. C'est vrai que ça a été un gros problème, c'est qu'ils voulaient le tourner au printemps et tout, mais les producteurs ont obligé le tournage entre octobre et décembre. Mais bon, ils s'en sont bien sortis quand même. Ah bah, en jouant sur les lumières, peut-être justement plus automnal pour en faire quelque chose aussi. Bah, ça crée une ambiance, je trouve. Il y a une manière de travailler le décor et les lumières en effet qui sont extrêmement étranges, parce qu'en effet il y a un côté très réaliste et en même temps il y a un côté quasi onirique, fantasmagorique à des moments. Mais alors qu'on est sur le même décor en fait, mais selon la manière dont on va le filmer, dont on va l'éclairer, ou non, simplement on va prendre la lumière de la nature, ça devient fou quoi. Il y a des trucs étonnants. Ouais. C'est marrant parce que sur la fin, tu pourrais même te poser la question, s'il y avait eu une suite, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que à la fin, en mourant, il dit, mais c'est pas en me sacrifiant que vous aurez des pommes l'année prochaine, parce que pour lui, il pense qu'ils n'auront plus de pommes. Et à ce moment-là, il pose une question avant de mourir, il pose une question très intéressante. Et si l'année prochaine, vos récoltes foirent encore, c'est vous, Lord Summerisle, qui serez sur le bûcher l'année d'après. Ça aurait été intéressant de voir ce qui se passe un an après. Mais oui, ça aurait été très intéressant, oui. Avec la révolte des gens sur le Lord Summerisle. Alors, sachant qu'on a découvert, c'est bien que tu mettes sur cette piste-là, puisqu'on a découvert tout à l'heure en off qu'il y avait une réadaptation. Oui, c'est assez fou. Qui date de 2012 pour le coup, et qui est l'adaptation du roman en fait qu'a fait Hardy aussi pour le coup, d'un de ses propres romans. Donc ce sera à découvrir. Pourtant, en plus le film est récent. Il y a Christopher Lee comme tu disais. Donc, Ah oui, dans un de ses derniers rôles au final. Hein. Bah oui, Christopher Lee qui joue un vieil homme. J'aime bien au crédit un vieil homme. Je sais pas, allez, une petite pièce sur le fait qu'à la fin du film on apprenne que ce soit le Lord Summerisle vieux. Oui. Tout à fait. Ce serait vachement intéressant. Ah, mais ou alors c'est non dit, mais ça coulerait de source. Quoi. Et bon, le film s'appelle The Wicker Tree, donc déjà rien qu'avec le titre, c'est forcément lié. À voir, en espérant que ce soit disponible quelque part, parce que ça a l'air d'être sorti vraiment dans en direct ou DVD, hein, je pense, malheureusement. Ce serait vraiment, je pense, à découvrir vraiment pour.
peut-être justement tisser les liens entre les deux films, s'il y en a, et peut-être faire oublier. Alors, le film que pour le coup, je n'ai pas encore vu, mais que je verrai avec grand plaisir parce qu'il y a Nicolas Cage dedans, qui est le remake Oui. de Neil Labute. Oui, qui s'appelle The Wicker Man tout court. Lui, là, ils n'ont pas traduit. C'est pour ça que j'ai mis le dieu d'osier, en fait. Parce que, bon, oui, alors il paraît que c'est une petite daubasse, il paraît. Hein. Mais bon, il y a Nicolas Cage dedans, donc rien que pour ça, ça peut valoir le coup. Ah, mais oui, c'est C'est ça. Nicolas Cage. Dans tous les cas, il Et nous on fera a- toujours marrer. Quand on a vu, d'ailleurs, bon, on vous conseille au passage ses 2 derniers films à date. Hein. Enfin, 2 derniers films. Il en a fait un autre, je crois, entre-temps. C'est Mandy et Color Out of Space, qui sont vraiment des petits bijoux. Après, on a fait un truc sur Synesthésie, sur la chaîne Synesthésie au passage. On a fait le dernier Nicolas Cage tourné. Je crois que c'est le dernier vraiment à date vraiment qui a tourné, qui s'appelle Primal. Et Oui. c'est pas très bien. Enfin, c'est rigolo, hein, mais c'est pas très bien. Ah, ça marche pas à tous les coups. Voilà. Il faut le mettre dans l'horreur, Nicolas Cage, un peu. Non Ah, mais oui, mais il est très bien pour ça. Moi, je n'attends que ses projets dans l'horreur en fait maintenant. Et il a fait un autre film qui s'appelle Kill Chain. Voilà, je sais pas si Ah, ça te d'accord. dit quelque chose. Voilà. Et là, il va sortir un autre film qui s'appelle Grand Isle. Tiens, un truc sur une île aussi. Et il fait 3-4 films par an, presque, hein, des fois. Il arrête plus, Nicolas Cage. Ah, bah, de toute façon, c'est un mec qui, quand il explique qu'il ne peut pas vivre sans tourner en fait. Donc, il a une vraie boulimie d'acting. Donc, il prend tout ce qui passe. Oui, puis il a déjà 4 projets prévus, dont un film, tu vas adorer. Il va jouer dans un film de Sonotion. Ah, bah, ça peut être très bientôt. bien ça. Alors là, Moi, je dis oui dans ce cas-là. avec Sofia Boutella en plus. Ah, mais c'est Qu'est-ce bien, que c'est un projet improbable. Ça, c'est un film qu'il faudra suivre. Là. Ça s'appelle Prisoners of the Ghostland, film de Sonotion avec Nicolas Cage, Sofia Boutella et Ed Skrein. Voilà. On est sur du beau casting. Et Nick Cassavetes aussi. Bah dis donc. Et ce Je notion. pense qu'on on peut se marrer. Je pense qu'il y a de quoi faire. Mais non, mais pour en revenir à The Wicker Man, Ouais. c'est un film qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Parce que, en plus, ça te confronte à tes propres croyances. C'est ça qui est intéressant. Quelles que soient vos croyances, vous ressortirez de ce film en vous posant des petites questions quand même. Ouais, je pense que Je tu ressors pense. toujours grandi de ça quand même. C'est un film qui te permet de te remettre en question, quel que soit ton côté, on va dire. Et même si tu ne fais pas partie de ces deux côtés, tu as une remise en question qui se fait de toute façon. Oui, sur ton rapport à la nature, Oui. d'où tu viens. Parce que, il y a un côté philosophique aussi dans le film. Hein. Ah bah sur Alors, le... je sais pas s'il y a des préceptes philosophiques purs qui sont vraiment insérés dans le film. Ça, c'est toi qui pourras me le dire parce que c'est ton dada. Bah, mais même très simplement sur le lien entre nature et culture, déjà, évidemment, Ouais. philosophiquement, il y a déjà il y a une autoroute dedans. C'est clair. Voilà, c'est un film. Je sais pas, ça fait partie pour moi, l'un des meilleurs films britanniques. Hein. On en a fait la liste, c'est vrai, en off, il y a quelques semaines, en message privé. On avait parlé de la trilogie Cornetto, de Kill List, de 28 jours, 28 jours plus tard, même 28 semaines plus tard, que t'aimes beaucoup, je sais aussi. Oui, un chef-d'œuvre aussi. T'en as parlé il y a pas longtemps, je crois. Oui, c'est vrai, oui. Et voilà, ça fait partie de ces films. Le cinéma britannique est très intéressant de toute façon, même au-delà de l'horreur en soi. Oui. Vous avez par exemple The Full Monty, les comédies sociales ou même les drames sociaux de Ken Loach. Il y a plein de choses intéressantes dans le cinéma britannique qui touchent souvent du coup au cynisme sur l'humain, plus que. Enfin, on pourrait presque rapprocher, c'est marrant ce que je veux dire, ça au cinéma asiatique ou coréen ou japonais des fois, sur une lecture sociale de certaines thématiques sur le cinéma britannique. Alors évidemment, c'est pas le même point de vue culturel, mais il y a beaucoup de films de ces pays différents qui vont toucher un petit peu au rapport entre l'humain et la société, une sorte de société désabusée un peu. Voilà. Bah, puis le cinéma anglais est très... ce que j'aime dans le cinéma anglais par-dessus tout, c'est on va dire la brutalité, l'âpreté, le cynisme absolu. C'est pas un cinéma qui a peur, c'est un cinéma qui est très très couillu, je trouve, en général. Je prends juste un exemple très rapide comme ça, mais si tu as vu par exemple Dead Set comment ça s'appelle j'arrive pas à me rappeler de son nom, Brooker, qui est celui qui travaillait sur les comment s'appelle-t-il, je vais arriver, Black Mirror. Ouais. Donc il a fait une série avec des zombies qui attaquent une invasion zombie pendant le Big Brother anglais. Donc tout est fait dans les vrais décors de Big Brother avec les vrais présentateurs de Big Brother qui se font arracher la carotide par des zombies à gauche à droite. Et ce qui est intéressant, c'est que le cynisme anglais est tellement intelligent et subtil
c'est un truc que tu imagineras jamais en France, d'aller critiquer la télé-réalité, d'aller critiquer, on va dire, le cynisme absolu de ceux qui fabriquent la télé-réalité, et que ces mecs-là acceptent que tu fasses entrer ta caméra dans son truc et d'en faire une critique à l'intérieur même truc. Ça, qu'il y a une manière de dynamiter de l'intérieur un système que je trouve extraordinaire et qui, je trouve, qu'il n'y a pas d'égal dans le cinéma américain ou moins, ou dans le cinéma français ou autre. Il y a vraiment une manière de prendre les choses à bras le corps et de ne pas hésiter à avoir de l'autodérision ou d'être critique et de pouvoir se remettre en question vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'instance ou du mécanisme social qu'on représente. Donc c'est génial, je trouve. Il y a vraiment que dans le cinéma anglais que je trouve ça en fait. Mais Bah, c'est ça, du coup, The Wicker Man rentre totalement là-dedans avec le héros qui est remis en question perpétuellement et qui voit ses certitudes totalement brisées, qui traverse le film comme un fantôme. Oui. On le voit, il est de moins en moins sûr de lui. Au début, il est vraiment droit dans ses bottes, et plus ça va, plus il se décompose. D'ailleurs, l'acteur est extraordinaire là-dessus. Hein. c'est un grand monsieur. Il se passe des trucs, l'apogée étant cette scène où il se laisse laisse appeler par la tentation de Willow à travers la chambre, de l'autre côté de sa chambre. C'est là où il perd pied, hein, clairement. Cette scène-là, et puis voir toute cette frustration à l'intérieur, c'est-à-dire que tu le vois son visage, tu vois tantôt la frustration, le désir, et puis parfois le renoncement et le fait de se dire bon bah c'est ma croyance, je renonce, je préfère renoncer. Et en même temps, toute cette souffrance qui sort de ce renoncement-là, de ce désir qu'il n'arrive pas à combler, enfin, je trouve il joue incroyablement bien. Ouais, c'est clair. Alors, je sais pas si tu veux continuer la zone spoiler ou... J'aurais une petite question à te poser pour le coup, parce que j'aime bien terminer en tout cas les podcasts comme ça. On avait déjà fait un petit peu, même avec Nico, l'autre fois on l'a fait aussi. Pour clore ça, alors à moins que tu aies des petits éléments à rajouter en termes de conclusion sur le film, peut-être aussi avant que je te pose la question. Non, mais conclusion, faut voir le film. C'est un film qui gagne au visionnage, qui se revoit avec un grand plaisir. Et qui vieillit très bien. Voilà. Puis la musique, cette bande-son. J'aimerais bien l'avoir en CD, celle-là. Je sais pas si c'est trouvable. Je sais pas si ça a été édité, parce que mais ça, en plus, c'est à la fois joyeux, poétique, mélancolique. Il y a plein de petits trucs intéressants dans cette bande-son. C'est vrai que tu peux écouter ça un peu dans n'importe quelle situation. C'est pas obligé d'avoir parce qu'il y a des films dans lesquels qui sont durs, qui sont compliqués, et la musique te relance dedans et tu peux être très mal derrière parce que ça te réimplique émotionnellement. Là, pas tant que ça en fait, parce que la musique vogue entre plusieurs émotions, donc c'est intéressant. Ouais. Non mais faut voir ce film, quoi. Je crois que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Hein. C'est la meilleure conclusion. Et au passage, si ça vous fait peur, 73, c'est un film qui ne vieillit pas en fait. Moi, je non, il y a une superbe esthétique. Alors il y a une esthétique années 70, mais ça passe super bien aujourd'hui. Hein. Il y a une très belle photographie aussi. Alors, je ne sais pas qui a fait la photographie, parce que c'est quelqu'un de connu. Je vérifie ça. Harry Waxman. C'est marrant, c'est l'homme de cire, son nom de famille. Waxman, qui est très connu dans le royaume britannique au niveau de la photographie. Il a fait beaucoup de films en tant que directeur de photographie, donc c'est pas. Et il a commencé sa carrière dans les années 40. Ouais, donc... Quelqu'un qui maîtrisait bien. Alors je regarde la liste des films là. Il a fait Twisted Nerve, qui a inspiré la musique, la fameuse musique de Bernard Herrmann, qui a été repris dans Kill Bill. Tout à fait. Et il a fini sa carrière dans les années 70. C'est un de ses derniers films. Il a fait beaucoup de trucs capa épée, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Je vois la liste des films qu'il a fait, même si je ne les ai pas vus. Des films d'aventure. C'est quelqu'un qui avait vraiment une touche. On sent qu'il avait du métier. Quoi. Donc, très belle photographie, très belle musique, très bon montage. Et très belle réal aussi, avec des super acteurs. Et puis Christopher Lee. Quoi. Incroyable aussi, voilà. Et Anthony Shaffer au scénario, qui était un homme de littérature et de théâtre. Et ça se sent dans le côté du scénarisé très... Il y a un côté théâtral, il y a un côté littéraire dans ce film aussi. Ah oui, c'est très... En effet, oui, je suis parfaitement d'accord sur ce côté-là aussi. Les dialogues sont extrêmement... tu parlais tout à l'heure de la joute entre Christopher Lee et Woodruff qui est quand même dingue parce qu'elle est extrêmement bien écrite. Figure-toi qu'il a scénarisé Frenzy de Hitchcock, Le Limier de Mankiewicz, donc quand même, et Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil, les adaptations de Agatha Christie. On est sur donc, le côté policier, il est maîtrisé bien aussi. Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'il n'y a aucun genre qui est laissé de côté. En fait, tout est vraiment traité à égal niveau et un petit peu comme on en parlait, enfin, sur ta chaîne pour le coup d'un autre film qu'on peut citer peut-être ici, peut-être oui. Audition de Takeshi Miike. Audition.
Mais voilà, où il y a vraiment cette idée aussi de voyager entre les genres, Ouais. mais de jamais en faire supplanter un l'autre, simplement suivre l'histoire et ce vers quoi elle nous mène, quoi. Enfin, voilà, c'est grandiose. Et du coup, tu vas me poser une question, j'ai peur, je me cache. En fait, c'est très simple. N'aie pas peur. Non. Tout simplement, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Est-ce que tu aurais un conseil d'œuvres, quelle que soit, ça peut être autre chose, hein. C'est vrai que tu parlais de métal tout à l'heure, mais ça peut être dans la musique, littérature, ça peut être cinéma, ça peut être ce que tu veux, que tu conseillerais aux gens de découvrir dans la foulée, par exemple, de Wicker Man. Bah, là, déjà, si vous n'avez pas vu Midsommar, il faut. Parce que pour le coup, vous verrez les deux les deux à la suite. Pas forcément à la suite, mais l'un après l'autre, peut-être pas dans la même journée le lendemain. Ça paraît évident parce que je pense qu'on peut même encore plus apprécier Midsommar après avoir vu The Wicker Man. Ça me paraît bizarre ce que je dis, mais parce que cette relecture-là. Ouais. Il y avait aussi alors je sais pas si tu l'as vu, dans le même genre, grosso modo, hein, voilà. Le Bon Apôtre, un film Netflix Très, sorti en très bien. 2018, Gareth Evans, très très bien. de Gareth Evans, qui est un petit peu aussi inspiré par The Wicker Man, quelque part, même si c'est plus cru. Hein. C'est un peu plus cru, de Bon Apôtre. Quand Mais même. il y a quand même cette même histoire de base, en fait, d'aller aller sur une île sur laquelle il y a un culte étrange païen avec un personnage qui est à la recherche de quelqu'un. Donc ouais, il y a quand même ce truc-là, oui, en effet. Puis après, il y a ce film américain réalisé par deux amis, je crois, je sais plus si c'est sur la même famille ou amis, c'est The Endless, je sais pas si tu te souviens. Oui, aussi. très très bien aussi. Sorti en 2018, qui a un petit peu aussi ce côté-là, quand on y pense, Ouais. même si c'est plus familial et culte pour le coup. Enfin, culte direct dans le sens secte, quoi. Et Parce que Lovecraftien. là, dans The Wicker Man, c'est pas vraiment une secte, hein. C'est pas une secte même. Oui, oui, c'est vrai. C'est une façon de vivre, quoi. Et puis, c'est partie de ces films que j'aime beaucoup, ces films d'horreur psychologique, pas tout à fait dans le même genre, mais qui pour moi un film parfait quasiment aussi, c'est Rosemary's Baby de Polanski, qui a cette ambiance-là, plus années 60, mais qui a une ambiance comme ça, mystique, avec des gens bizarres. Avec ce côté secte aussi, quand même, enfin, avec ce côté Oui. culte, on va dire, si on prend de manière générale, en effet, ouais. C'est peut-être une des influences finalement de Wicker Man aussi, Rosemary's Baby, enfin, c'est dans le sens, ce contexte-là, quoi. Puis bien sûr Kill List, hein, que j'ai découvert récemment, ça on en a parlé. Il y a plein de films comme ça qui jouent sur l'horreur psychologique et humaine. Ouais. C'est vraiment un genre de l'horreur à part. Après, l'horreur, c'est un. Tu seras d'accord avec moi, ça j'en suis sûr. C'est un genre très vague, très large, pardon, pas vague, Oui. très large, très divers. Tout à fait, ouais. Alors, on peut dire, tiens, je vais regarder un film d'horreur. Oui, mais film d'horreur, slasher, gore, psychologique, folk, c'est pas évident, hein, comme ça. Ah, mais Il paraît qu'il y a un très bon film sorti en 2017 ou 2018, je sais plus, que notre ami Artopolis aime beaucoup, qui est sorti sur Netflix, c'est Le Rituel aussi. Il paraît que c'est un peu dans un genre Excellentissime. Moi, j'ai à peu près adoré ce équivalent film. aussi. C'est très très. Et alors, oui, pour le coup, dans le côté un peu étrange culte, il y a aussi ces éléments. Non, c'est un très très bon film. Et puis bientôt découvrir The Wicker Tree, donc si on le trouve, parce que Oui. là ça a titillé notre curiosité, cette histoire. Ah bah là, oui, beaucoup. Parce que quand même, c'est le même réal qui a fait une relecture de The Wicker Man en ayant entre-temps écrit un roman lié, enfin inspiré du film qu'il a fait. C'est quand même improbable là. C'est rarissime. Et 30 ans. Oui, ça, 40 ans plus tard. Et oui, 40 ans plus tard, avec Christopher Lee toujours. Ouais, ça donne très envie là, oui. Celui-là, le pitch donne très envie. Ah, le pitch est génial. Deux missionnaires puritains texans se retrouvent en Écosse, tiens donc, c'est au même endroit, hein, pratiquement, prêcher la chasteté à une communauté polythéiste et infertile dirigée par un sœur local. Ah, ça a l'air sympa. Ouais, non, mais ouais. Ça a l'air sympa et ouais, à voir, je pense. Bah, écoute, Donc, s'il est trouvable, parce que je pense que malheureusement, il est sorti, mais en catimini. Un budget de 7 millions quand même. Hein. donc c'est un budget correct. Enfin, c'est un petit Ça, ouais, budget, hein, mais. Si jamais on le trouve, on en fera quelque chose, je pense. Oui, voilà, je pense qu'il y aura des choses à dire dessus. Ah bah oui, il y aura sûrement des clins d'œil déjà. Rien que pour ça. Et peut-être une relecture plus actuelle. Voilà. Intéressant. Et que le film soit loupé ou pas, d'ailleurs, ce sera quand même intéressant, je pense. Ça reste. Ah oui, En tant oui, que parce qu'il y a un relecture contexte d'œuvre derrière. quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais après le cinéma d'horreur ou de psychologie est éternel. Hein. On pourra toujours trouver des petites œuvres cachées. Toi, t'aimes bien aussi débusquer des films inconnus parfois.
même des petits films malades, comme tu aimes bien. T'aimes bien les films malades. Ah oui, toi, j'aime Lisa. beaucoup, oui. Et dans ce genre-là, tu peux avoir des petits films malades très marquants aussi. Donc, Bah, Donc de passage, voilà. je conseillerais tiens, dans la foulée un film, comme tu parles, de petits films cachés, un peu étranges, un peu pas très connus. Je t'en conseille un dans la foulée qui est de la même époque que The Wicker Man, qui traite aussi d'un culte un peu étrange. Ça s'appelle La pluie du diable, si tu as vu. non, ça me dit rien. Alors c'est réalisé par Robert Fust. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est joliment dit, donc je pense que c'est jouable. C'est un prof d'anglais qui me le dit, donc ça me fait plaisir. Ah oui, Fust, ah oui, ça. Oh, Fust. Ça s'écrit Fuest, hein, si vous voulez chercher sur. Ah donc c'est très bien dit, en plus c'est bien. Ah oui, Fust. Et donc c'est au passage avec que des acteurs vraiment beaucoup trop cool, hein, puisqu'il y a au passage William Shatner, le capitaine Ah Kirk oui. notamment de Star Trek, Tom Skerritt, qui est le personnage notamment du commandant du Nostromo Dans Alien, dans oui, c'est Alien, ça. voilà. Donc que des acteurs vraiment trop cool, et c'est un film extrêmement étrange avec une sorte de culte, pareil avec un personnage qui va partir à la recherche d'un de ses proches qui est entré dans une secte satanique. Consciemment, c'est ça l'idée. Et vous avez des scènes qui sont alors, c'est pareil, ça vogue entre plein de genres. Il y a des éléments qui sont quasiment de la comédie, on a du western, on a de l'horreur pure avec notamment une séquence de fin que je ne vous spoile pas mais qui est absolument incroyable en termes d'effets spéciaux et qui a dû inspirer très certainement un monsieur qui s'appelle que vous connaissez mais je me rappelle de Christophe Gans, pardon, pour le final de son Silent Hill. Ouais. Donc le film est assez incroyable. Puis vous avez Ernest Borgnine aussi qui joue Ah, ce directeur le gourou de cette secte qui est incroyable. Donc voilà, un très très grand film, si vous avez l'occasion de le voir, un très grand petit film, on va dire ça comme ça. C'est un petit film, mais qui a quelque chose de grand. Et au passage, John Travolta qui joue son tout premier rôle dedans aussi, donc c'est intéressant de le ah souligner. oui. Non, rien que pour ça, ce film vaut le coup. Voilà, quand je dis c'est vraiment un petit rôle, c'est-à-dire qu'il est fort probable, moi, au terme du film, je n'ai pas remarqué que c'est John Travolta qui joue un des fidèles du culte. Donc c'est bien de le savoir avant pour pouvoir essayer de le chercher. Mais voilà, on le voit relativement peu, il est relativement méconnaissable parce que c'est vraiment, il fait de la figuration plus, on va dire, parce qu'il intervient un peu plus que d'être simplement figurant. Mais voilà, c'est un film très très étonnant, La pluie du diable, et il y a des visuels que je trouve extrêmement originaux et intéressants. Même si par exemple, je peux parler de film malade, ça reste un film qui est malade, qui est bancal, qui fonctionne pas toujours, mais il y a quelque chose d'assez fou qui s'en dégage. Donc voilà, si vous avez l'occasion, un film anglais aussi, donc pour le coup. Et ça vaut vraiment le coup de découvrir. Le fameux The Devil's Rain en anglais. Voilà. Je crois que j'ai entendu parler de ce film avec le titre anglophone. Et Robert Fust, au passage, est un réalisateur vraiment intéressant parce que c'est quand même celui qui a réalisé l'abominable Dr. Fives en 71 avec Vincent Price, donc un grand film aussi. Donc voilà, si vous avez l'occasion de découvrir ce petit clé de Devil's Rain. Je crois que ça a influencé une chanson des Misfits, hein, il me semble. À vérifier. Ah ben, je pense qu'il y a un ferment dans ce genre de la folklore pour le métal qui est quand même, vu ce que tu m'as fait découvrir, quand même très 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 riche. Ouais, bah oui, n'hésitez pas à écouter tout ce qui tourne autour de Wickerman en metal folk et tout, là, parce que il y a du bon truc. Hein. Mais je vais essayer de mettre en D'ailleurs, description le les. P qui est à Galoc, le groupe américain, américain, c'est un EP qui s'appelle The White EP. The White, tiens, White comme la couleur très lumineuse du film, un peu. La pureté, je ne sais pas, c'est bizarre, hein, ce choix de nom pour. Voilà. Au passage, je mettrai ça en description, les quelques liens que tu m'avais transmis, notamment pour des liens sur YouTube ou autre. Je les mettrai en description maximum que j'ai pour que vous puissiez aller écouter ça parce que c'est une très belle découverte que tu m'as permis. Donc merci. Puis ça s'écoute vraiment en musique de fond super sympa en plus. Pour le coup, c'est un EP folk d'un groupe de métal, mais c'est pas métal, c'est la guitare acoustique. Si vous avez peur des grosses guitares, vous inquiétez pas. C'est très acoustique, folk, donc c'est très doux. Ça passe tout seul, c'est vrai. Voilà. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, là on a fait le tour et même dans tous les sens sur un film génialissime. Hein, vraiment un grand plaisir d'en avoir parlé avec toi. Eh ben, ce fut un grand plaisir partagé. Et puis bah encore une fois, donc je vais vous souhaiter tous les deux une bonne soirée après cette écoute et on va vous remercier de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous faire plaisir, à parler de votre expérience avec The Wicker Man. Abonnez-vous à la chaîne de Jules Melon encore une fois. Et puis bah je te remercie beaucoup encore une fois de ta présence. Merci à toi. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Parce que c'est vrai qu'on s'est croisés, on ne sait pas quelle vidéo sera mise en ligne en premier de nos deux. Parce que là on enchaîne deux blabla cinéma à la suite.
mystère. Oui, voilà, vous découvrirez sur la chaîne de Jules Melon, pour le coup, l'autre partie de cette discussion sur un tout autre sujet. Même s'il y a des Mais qui se croisent quand même, voilà, il y a des ponts faisables en effet. Quand tu C'est parles de vrai. films d'horreur psychologique, bah, on est dedans, parfaitement. c'est clair. Et puis bah écoute, je te dis à une prochaine, et puis encore une fois merci, et puis bah À merci, très bientôt. à très bientôt. Salut! Salut, salut!